La parole est à monsieur Yannick Neuder pour le groupe Les Républicains pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est sans surprise que nous nous retrouvons ce dimanche soir pour examiner une motion de censure de plus, suite à Madame la Première ministre, à un 49.3 de plus pour un PLFSS 2024. Si cette situation devient usuelle puisque les Français n'ont pas souhaité vous donner une majorité dans cet hémicycle, je ne peux vous dire que nous, les députés les Républicains, souhaitons débattre davantage au service des Français. Nous souhaitons également que vous preniez davantage en compte les positions que nous portons, et cela dans l'intérêt des Français. Car avant d'être un exercice budgétaire, le budget de la sécurité sociale est le réceptacle des attentes, des inquiétudes et des espérances de nos compatriotes en termes de santé. Le cœur de travail des députés aurait donc été de relayer davantage les demandes des acteurs du soin, du médico-social et des partenaires sociaux et des Français dans leur ensemble. Lors des différentes discussions générales, j'ai étayé un certain nombre de points, je ne vais pas y revenir. Je vais essayer de parler ce soir davantage des EHPAD et du secteur médico-social. Vous le savez, 3 EHPAD sur 4 sont déficitaires. La FHF signe un déficit cumulé de 500 millions d'euros, un déficit, et je cite la FHF, qui plonge le secteur dans une situation budgétaire dégradée de façon inédite, puisque cette dégradation est brutale depuis 2019, avec des facteurs que nous connaissons, le Covid, avec une baisse d'activité et malheureusement des personnes qui sont décédées à domicile avant de rentrer en établissement, et puis le Ségur, avec des sommes non complètement allouées par le gouvernement. Donc un effet ciseau avec plus de dépenses et moins de recettes, et surtout une inflation avec une énergie et une alimentation en hausse. Peut-on jouer sur le tarif des EHPAD, moyennant les difficultés du pouvoir d'achat, quand on sait que c'est 1 000 € le reste à charge moyen pour une famille qui a une personne âgée en EHPAD? On voit la difficulté. Le déficit par lit en EHPAD est chiffré entre 2 000 et 3 000 €, d'où les 500 millions d'euros déficit cumulé depuis 2009. Alors faire des économies sur quoi? Sur les 50 000 postes qui sont prévus à l'échelon 2027, je crois que ce n'est pas la volonté non plus du gouvernement. Ça fait à peu près 7 postes par EHPAD. Et on prend note également des 100 millions, Madame la Première ministre, que vous avez souhaité débloquer. C'est un chiffre énorme, mais finalement, c'est bien peu par rapport aux 96 départements et aux milliers d'établissements. C'était par ailleurs une mesure ponctuelle, alors que ces hausses d'énergie, de salaire sont pérennes. On va vers une situation extrêmement grave, avec une incapacité d'accueil de nouveaux résidents, incapacité de maintenir les effectifs actuels et surtout une incapacité d'investissement pour préparer nos établissements demain au baby-boom. Effectivement, la génération du baby-boom, née à partir de 45, va avoir besoin de cet établissement. Je vous redonne quelques chiffres. En 1940, 560 000 naissances. En 1947, 870 000. Il va falloir donc répondre aux besoins de 2035 et il ne faut pas attendre 2032 pour dire que nous ne pourrons pas agir sur ces demandes. Alors, nous attendons avec beaucoup d'impatience la loi grand âge, qui a été réaffirmée par la ministre Berger. Je voudrais simplement, pour illustrer cette situation, revenir sur les situations déficitaires particulièrement importantes que j'ai relevées notamment au sein de ma circonscription et au sein de plusieurs établissements. L'établissement L'Éden à la Côte-Saint-André, le foyer d'accueil médicalisé sur les centres épileptiques à Saint-Étienne-de-Saint-Joire ou encore l'EHPAD Bellefontaine, qui sont finalement victimes de leur bonne gestion puisqu'ils n'ont aucun poste vacant au tableau des emplois. Ils ont donc un déficit qui est devenu structurel. Ils n'ont donc plus de possibilité d'avoir de lignes de trésorerie auprès du secteur bancaire et dans les 3 à 6 mois, ils ne pourront donc plus payer les salaires. On est devant une situation extrêmement grave et j'en appelle effectivement à votre pleine conscience. Alors, des solutions, parce qu'une fois qu'on décrit une difficulté, des solutions, vous avez vu un certain nombre de maires de la région Bretagne qui ont proposé effectivement des financements pour maintenir leurs EHPAD. Je l'ai encore vu ce matin dans la presse locale, le Dauphiné libéré, dans mon département, le maire de Voiron, maire courageux, Julien Paula, que je cite et que je rends hommage, débloque 480 000 € pour améliorer la situation de son EHPAD, la Tourmaline, pour justement ne pas avoir à
revoir les effectifs et maintenir la qualité de prise en charge des résidents dans cet EHPAD qui rayonne sur la ville de Voiron et l'ensemble du Voironnais. Donc naturellement, il faudra financer ces hausses de rémunération qui sont une bonne chose dans le cadre du Ségur. 100 millions d'euros sont estimés, l'État en a donné 40, quid des 60 millions à trouver. Les tarifs, effectivement, comment jouer sur les tarifs à un moment où l'inflation est la plus forte et le reste à charge est de 1 000 euros? Faut-il réfléchir à un système assurantiel obligatoire? Je vous pose la question. Et enfin, sur la capacité contributive pour adapter le tarif aux revenus des personnes, qui peut être également une solution. En attendant, ces déficits structurels, voient des situations locales se dégrader, une perte de confiance vis-à-vis des directeurs de ces établissements, de leur personnel et surtout une inquiétude des résidents et de leurs familles. Pour revenir sur ce point du PLFSS, au demeurant, je voudrais remercier à nouveau la présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame Parmentier-Lecocq, pour avoir fait vivre ce débat, et la rapporteure générale, Stéphanie Ries, qui a apporté avec patience beaucoup d'indications précises. Madame la Première ministre, nous ne contestons ni votre légitimité, ni votre droit constitutionnel à recourir au 49.3. Nous regrettons que notre démocratie parlementaire souffre de l'instabilité politique que connaît notre Assemblée et notre pays et fait le lit des extrêmes. Tout cela se révèle donc assez décevant pour les députés de tous les groupes qui travaillent sur ce PLFSS depuis plusieurs semaines. Toutefois, parce que vous êtes vous-même les premiers pris au piège de cet étau, vous voilà obligés de tendre l'oreille aux oppositions, ce qui nous a permis, nous les Républicains, d'obtenir des avancées sur un certain nombre de points. Je reviendrai sur 2 points. Les franchises médicales, non pas que je ne sois insensible effectivement à la responsabilisation et le taux de reste à charge un des plus faibles d'Europe, mais à l'heure où effectivement sur un certain nombre de secteurs, nous avons fait très peu d'économies, il semble qu'au moment où le pouvoir d'achat des Français est en berne, eh bien, de faire une économie sur leur santé n'est pas des meilleures solutions et en tout cas certainement pas le bon calendrier. Revenons également sur l'Agirc-Arrco et leurs ponctions. Effectivement, il est hors de question pour nous de payer par ponction sur l'Agirc-Arrco la revalorisation des petites retraites qui, je le rappelle, avait été obtenue par les Républicains et le président Ciotti afin de protéger le pouvoir d'achat de nos aînés. Ces avancées justifient donc toute l'importance que l'Assemblée nationale et ses oppositions se saisissent coûte que coûte des projets de loi du gouvernement. C'est donc pour ceci que je me tourne vers les dépositaires de la motion de censure que nous examinons ce soir actuellement. Par cette motion, vous exprimez votre mécontentement que le gouvernement court-circuite l'Assemblée nationale et de ce point de vue-là, vous avez raison. En revanche, permettez-moi de vous rappeler aussi que vous avez été les mêmes à avoir déposé une motion de rejet préalable au PLFSS, dont la finalité aurait été exactement la même qu'un 49.3, c'est-à-dire enjamber l'Assemblée nationale sans que nous puissions se saisir du texte. Pour en venir à votre motion de censure de ce jour, si elle était adoptée, celle-ci aurait pour simple conséquence de remplacer Madame Borne et son gouvernement. Cela ne nous intéresse pas. Comme je l'ai déjà dit, ce serait une mascarade qui ne répondrait en rien aux attentes des Français qui espèrent un renouveau démocratique et une confiance restaurée. Mais au même titre que le 49.3, la motion de censure est un outil mis à la disposition des députés et nous ne contestons pas non plus votre légitimité à vous en saisir. Toutefois, nous ne partageons pas cette méthode dans la mesure où notre conviction reste intacte, à savoir vouloir coûte que coûte utiliser l'Assemblée nationale à bon escient, au-delà de toute autre considération, afin de défendre nos idées au service des Français. C'est ce qu'ils attendent de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue.